Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi. 3 heures de séminaire gouvernemental pour préparer le tour de vis fiscal et budgétaire. Matignon évoque ce soir un effort juste, équilibré et partagé. Il faut trouver 7 à 10 milliards d'euros. Jean-Luc Mélenchon fustige une séance de blabla. Le coup de pouce au SMIC sera annoncé demain. Les syndicats craignent un geste insuffisant alors que les entreprises redoutent de ne pas pouvoir payer et craignent également la perte d'emploi. Abolir la prostitution, est-ce possible, est-ce souhaitable? Le débat est relancé par la ministre des Droits des Femmes, Najat Vallaud-Belkacem, mais tout le monde ne la suit pas ce soir au Parti Socialiste. Avec nous pour en débattre, Ernestine Renet, la vice-présidente du NI qui travaille auprès des prostituées, et puis l'avocat Pierre Lambrezeau, auteur de Demain, libre d'être putain, un manifeste en fait pour une prostitution choisie. Les classes moyennes ne seront pas touchées. François Hollande a été catégorique il y a 3 jours à Rome, alors que les ministres étaient donc invités aujourd'hui même à s'exprimer sur le recadrage budgétaire. La réduction du déficit, qui doit être ramenée cette année à 4,5%, passera par de premières hausses d'impôts. La maîtrise des comptes est une nécessité au service du redressement, rappelle à l'instant le Premier ministre dans un communiqué qui évoque également la stabilité du nombre global de fonctionnaires dans notre pays. Jérôme Rabier. Pas un seul des 38 ministres et ministres délégués ne manque à l'appel de Jean-Marc Ayrault. Objectif du séminaire, trouver des milliards et vite, car il manque entre 7 et 10 milliards d'euros pour boucler le budget de cette année. À plus long terme, des économies devront être réalisées dans tous les ministères, mis à part dans les domaines prioritaires que sont l'éducation, la police et la justice. Car c'est une des promesses de François Hollande qui est en jeu, alors que le déficit fin 2011 atteignait 5,2% du PIB, il doit être ramené à 4,5% à la fin de l'année, puis à 3% en 2013. Plusieurs mesures phares de la présidence Sarkozy, comme la défiscalisation des heures supplémentaires, devraient être abrogées. De nouveaux impôts, notamment sur les dividendes versés aux actionnaires ou sur les droits de succession, doivent également contribuer à réduire le déficit chronique français. Les élections à peine terminées, l'heure des efforts annoncés par Jean-Marc Ayrault semble bel et bien avoir sonné. Et Matignon souligne également la maîtrise des dépenses sociales. La phase de redistribution viendra dans la seconde phase du quinquennat, a fait valoir le ministre de l'économie, Pierre Moscovici. Jean-Luc Mélenchon ne croit pas aux promesses ni à la concertation du jour entre ministres. Il l'a dit aujourd'hui en termes vifs lors d'une conférence de presse suivie par Nathalie Guilbard. Vous savez comme moi que ce n'est pas un séminaire, que ce n'est pas en une après-midi autour d'une table qu'on trouve 10 milliards, que tout ça est déjà fait et que il va y avoir une séance de blabla pendant une après-midi pour avaliser un plan qui a été mis au point par des administrations qui, elles, n'ont pas changé ni d'orientation ni de dirigeants. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui avait déjà critiqué hier le coup de pouce attendu pour le SMIC, un coup de pouce ou une pichenette selon le mot réprobateur de l'humanité, inspiré par les 2% souvent évoqués, 2% ou un peu plus. Le compte risque de ne pas y être pour les syndicats alors que le patronat, sans le crier sur les toits, se montre plutôt rassuré à la veille donc de l'augmentation du SMIC. Élisa Bertholomé avec François Goulin. 6 € de plus par mois, voilà le coup de pouce au SMIC du gouvernement. Une hausse de 2% annoncée demain. Un premier faux pas, un signe négatif pour Force ouvrière, une dérisoire pichenette pour le PCF, une déception pour les autres syndicats. La CGT s'attendait à 4 ou 5% d'augmentation, soit 300 € net de plus par mois. C'est clairement une hausse qui est insuffisante par rapport d'abord à notre revendication qui est de 1 700 €, mais sans aller jusque-là, on considère qu'un gouvernement progressiste qui arrive en France avec des attentes sociales fortes devait d'abord avoir un signe politique, un geste politique beaucoup plus important que ça. Pourtant, Jean-Marc Ayrault avait prévenu. Depuis plusieurs semaines, le Premier ministre tempérait. Le coup de pouce au SMIC serait limité pour éviter de restreindre la compétitivité des entreprises. Mais cela n'empêche pas la droite de dénoncer une mauvaise décision au plan économique. C'est faussement généreux parce que, au lieu d'augmenter le SMIC comme nous l'avions proposé, c'est-à-dire en baissant les cotisations salariales, il va augmenter le SMIC pour les entreprises et ça veut dire en réalité qu'il va détruire de l'emploi. D'ici demain, un dernier arbitrage pourrait avoir lieu. Un accord sera peut-être trouvé entre partenaires sociaux et gouvernement pour une hausse de 2,5%.
Le sénateur de la Nièvre, Gaëtan Gors, annonce officiellement sa candidature au poste de premier secrétaire du Parti socialiste. Il propose en fait une codirection avec une conseillère municipale de Paris, Juliette Méadel. Du côté de l'UMP, Nathalie Kosciusko-Morizet dit envisager une candidature à la tête du parti si, dit-elle, la ligne politique que je préconise n'est pas reprise. Le droit d'inventaire de la campagne de Nicolas Sarkozy provoque, on le sait en ce moment, tous les débats à l'UMP. Hier, NKM a accusé Patrick Buisson, conseiller de Nicolas Sarkozy, d'avoir voulu faire gagner Charles Maurras, théoricien de l'extrême droite et soutien du régime de Vichy. La présidente du groupe communiste, Nicole Bourvot, a, elle, écrit aujourd'hui à Jean-François Copé pour dénoncer un scandaleux amalgame entre le Front de gauche et le Front national. Faire disparaître la prostitution, l'objectif de Najat Vallaud-Belkacem, la ministre des Droits de la Femme, rejoint en fait l'idée défendue par François Hollande durant sa campagne. Le fait qu'un client dispose du corps d'une autre personne parce qu'il a payé est une atteinte aux droits humains, avait-il déclaré. L'abolition passe par la pénalisation des clients, un chemin choisi par quelques pays en Europe. Julie Hulin. 3 milliards d'euros, voici le chiffre d'affaires annuel de la prostitution en Europe. Une Europe très divisée sur le sujet avec 3 prises de position différentes. Ceux qui la criminalisent en l'assimilant à un acte de violence sexiste comme la Suède ou la Norvège, ceux comme l'Espagne ou la France qui la tolèrent et enfin ceux qui l'autorisent en la réglementant comme l'Allemagne et les Pays-Bas où les maisons closes sont devenues légales avec des prostituées qui ont acquis un statut de salarié. La France refuse, elle, cette voie. Elle tient depuis 1960 une position abolitionniste. Avec ses propos dimanche, la ministre des Droits des Femmes relance le débat soutenu par de nombreuses associations. À partir du moment où vous inscrivez dans la loi que la prostitution est une violence faite aux femmes et que le client de la prostitution doit être sanctionné et considéré comme l'auteur d'une violence, déjà vous posez des principes de base qui servent à l'éducation et qui font évoluer une société vers autre chose. Aujourd'hui, environ 20 000 personnes se prostitueraient en France. Depuis 2003, la loi punit le racolage passif. L'an passé, les députés de droite et de gauche ont voté en faveur d'une résolution préconisant de pénaliser les clients de la prostitution. De là à en faire une loi, le débat reste ouvert. Avec nous donc pour reprendre ce débat, Ernestine René, bonsoir. Vous êtes donc la vice-présidente de l'Amicale du Nid, qui est une association qui est au plus près des prostituées. Avec nous également l'avocat Pierre Lambrezeau. Bonsoir. Vous avez publié il y a quelques années maintenant un manifeste pour une prostitution choisie, libre d'être putain, mais vous aviez mis quand même un point d'interrogation. Alors la ministre des Droits de la Femme, on l'a dit, rejoint la revendication de nombreuses associations et également, il faut le dire, l'Assemblée nationale qui en décembre dernier, ça n'est pas vieux, avait adopté une proposition de résolution affirmant la position abolitionniste de la France. Alors est-ce possible et comment, Ernestine René? Bien sûr, c'est possible. C'est possible à 4 conditions, on va dire. La première, c'est de permettre aux personnes prostituées de sortir de la prostitution, ce qui suppose des accompagnements, des moyens en hébergement, etc. Première idée. Deuxième, c'est bien sûr d'augmenter la répression à l'égard des réseaux et des proxénètes. Troisième idée, c'est d'avoir une grande campagne de sensibilisation de l'ensemble de l'opinion publique autour de la question qu'est-ce que ça veut dire la prostitution, de quelle violence on parle, et enfin, bien sûr, tarir la demande, donc être sur la pénalisation donc pénaliser les clients. Des clients. Voilà. La pénalisation des clients, ça veut dire quoi? Ça veut dire permettre de les responsabiliser. Et donc, c'est pas mettre tout le monde en prison, c'est évident, c'est pas de ça qu'on parle. C'est quoi, mais c'est des amendes, comme pour la sécurité routière, avoir des groupes de parole qui permettent de prendre conscience de qu'est-ce qu'on impose à la personne prostituée. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de prostitution volontaire ? Sans doute, il existe une forme de prostitution volontaire. Mais vous savez, c'est comme pour les esclaves, la vente des organes, la vente des bébés, tout ça. C'est pas parce qu'on veut le faire que forcément la société doit l'autoriser. Et deuxième chose, de quoi on parle? Du point de vue de la personne prostituée, on parle du droit d'insulter, d'humilier, de tabasser, de violer.
Alors évidemment, on ne parle pas de choses légères, on parle de choses Bien graves. sûr, bien sûr. Alors voilà pour les 4 points, voilà, qui vous font pencher, bien sûr, pour l'abolition de la prostitution dans notre pays. Maître Lambrezeau, je vous repose la même question. Est-ce pour vous possible et est-ce souhaitable? Alors d'abord, est-ce possible pour moi, vous je vais vous dire, je pense qu'il serait parfaitement criminel de penser, et je pèse mes mots, de penser qu'on pourrait un jour abolir la prostitution en France. Et je vais essayer de vous expliquer ça extrêmement rapidement. Ah oui, parce que là, on vient d'entendre Madame Brunet qui nous dit que ce qui est criminel, ce sont les réseaux. Absolument. Et leurs C'est pour ça que j'emploie ces mots-là. En fait, il ne faut pas tout confondre, parce qu'on parle de la prostitution comme si c'était un tout. Non, la prostitution, c'est quelque chose qui est multiforme. Et il y a 2 grandes formes de prostitution. Il y a la prostitution via des réseaux internationaux de prostitution. Et on sait maintenant que les proxénètes ne sont pas en France, mais sont souvent dans des pays étrangers comme l'Albanie, comme la Chine, comme les pays des Balkans. Et ces proxénètes font pression, font chantage sur les familles pour que les filles viennent se prostituer en France. Donc on sait parfaitement, et les services de police savent parfaitement, qu'on de toute façon ne pourra pas, je dirais, empêcher ces prostituées d'être prostituées sur les trottoirs parisiens. Alors, donc raison de plus peut-être pour s'attaquer aux clients. Deuxième chose, et j'en termine. La réflexion oui, de notre sûr. ami ici et présent. Termine, mais je vais très vite. La deuxième chose qui me paraît très importante, c'est qu'il y a quand même des filles qui veulent se prostituer, qui ont décidé de se prostituer. Elles ont peut-être le passé qu'elles ont, madame, mais elles veulent se prostituer. À partir de ce moment-là, penser à abolir, à mon avis, est une folie totale, dans la mesure où, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va se cacher pour se prostituer. Ça veut dire que les clients vont se cacher pour trouver des prostituées. Avec quelles conséquences? Avec des conséquences qui peuvent être extrêmement graves. Moi, j'ai eu des dossiers dans lesquels des prostituées, depuis cette fameuse loi sur le racolage passif, où des prostituées se sont vues égorgées parce qu'elles ne connaissaient pas leurs clients, parce qu'elles les rencontraient sur Internet, parce qu'elles n'avaient pas de contact avec eux dans la rue. Donc elles devaient aller se cacher de plus en plus loin. Se cacher par exemple. Alors, ce sont des arguments que l'on entend. Extrêmement dangereux. Qu'est-ce que vous répondez, Ernestine Renet? Moi, je réponds que la prostitution, c'est dangereux. C'est évident, c'est extrêmement dangereux. Et ce n'est pas... Même sous un lampadaire, c'est dangereux. Quel que soit le lieu, la façon dont on le fait, c'est dangereux. Donc ça suppose que la société, c'est pour ça que je pense que à la fois l'Assemblée nationale et la nouvelle ministre ont raison de dire qu'il faut absolument permettre que se mette en place l'ensemble d'une politique publique différente, beaucoup plus offensive. On ne peut pas empêcher, mais on peut beaucoup faire réduire la prostitution. Vous savez que dans les pays comme les Pays-Bas qui avaient réglementé massivement, aujourd'hui, les élus se posent la question de revenir en arrière parce que justement, ça a fait croître de manière extraordinaire la prostitution, les dangers qui vont avec. Et après, dernière chose, est-ce que vous pensez normal qu'une femme ou un homme ou un enfant qui est prostitué puisse être acheté, le corps de cette personne puisse être acheté? C'est complètement contraire à toute ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Tout ce qui est de la République française. J'ai commencé mon propos en étant extrêmement mesuré, même si j'ai dit que ce serait criminel qu'on abolisse. Simplement, et j'ai quand même bien expliqué qu'il fallait bien faire la différence entre ce qui était du domaine du réseau, qui concerne effectivement les mineurs et des jeunes filles qui sont amenées sur les trottoirs par des réseaux de proxénétisme internationaux, et des femmes qui ont décidé de leur propre chef. Vraiment? Absolument. On décide vraiment au nid. Vous en rencontrez de ces femmes-là? Alors, on accompagne près de 4000 personnes. Alors, est-ce qu'il y en a les personnes que nous rencontrons. Vous savez, il y avait une prostituée très connue qui s'appelait Ulla dans les années 75. Elle disait la prostitution est un métier comme un autre. Lorsqu'elle est sortie de la prostitution, en 82, elle a écrit un livre où elle disait « Comment avez-vous fait pour me croire ?» Et je crois qu'on ne peut pas croire qu'il s'agit d'un métier comme un autre. Madame, vous ne pouvez pas obliger quelqu'un qui un jour a envie, a besoin de se prostituer, vous ne pouvez pas l'obliger à arrêter sa prostitution. C'est pas la personne prostituée dont je parle. Vous parlez du client? Bien sûr que je parle du client. Eh bien, si vous parlez du client, c'est encore plus dangereux. C'est l'achat de services sexuels. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Ce que vous dites est extrêmement dangereux. Parce que... Criminel, encore une fois. Vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas repris encore le mot, madame. C'est dangereux. Non, j'ai pas envie. Non, mais je vais vous dire, c'est dangereux et vous le savez fort bien. Une prostituée est agressée à partir du moment où elle n'est pas capable de discerner qui elle a en face d'elle.
Or, à partir du moment où on cache les choses, eh bien les prostituées sont dans la discrétion totale et les clients, eux, peuvent être des gens extrêmement dangereux. C'est eux qui sont dangereux pour les prostituées. Cette question, en tous les cas, l'abolition de la prostitution divise le Parti socialiste. Voici 2 points de vue de sénatrices du PS. Laurence Rossignol, d'abord sur Twitter. Bravo d'abord à Najat Vallaud-Belkacem pour l'objectif de la disparition de la prostitution. Mais, dit un peu plus tard Laurence Rossignol, existerait-il un lobby des clients et des proxénètes? Avoir certaines réactions, on se le demande. Marie-Noëlle Lienemann, elle, à Marianne aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi on dépense notre énergie sur des questions de mœurs périphériques, dit-elle, alors qu'il existe déjà des lois. On ne va pas gouverner comme Sarkozy. Et Marie-Noëlle Lienemann ajoute qu'elle n'a jamais cru à l'abolition concernant les mœurs des gens. Elle a bien raison. Alors on n'est pas sur les mœurs. Parce que moi je suis complètement pour la liberté sexuelle, mais là, la liberté sexuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire un désir réciproque. Le problème de la prostitution, c'est que c'est un client qui achète et donc qui, à ce moment-là, se croit autorisé parce qu'il a acheté de maltraiter la personne qu'il a devant lui. Et qui simplement a le sentiment de la posséder. Complètement le sentiment de la posséder et il la chosifie. Et donc, c'est ça le problème. C'est qu'il achète, comme on achète un objet, il achète un vagin, etc. Vous ne contestez pas la nature de cette relation commerciale, j'ai envie de dire. Absolument, on est dans le cadre d'une location, d'un achat, tout ce que vous voudrez. Mais bien sûr que c'est épouvantable. Je ne dis pour pas la personne qui est contrainte ou même volontaire pour se vendre. Je ne dis pas que la prostitution est la plus belle chose du monde. Je dis, que la prostitution a toujours existé et qu'elle existera toujours. Je dis, qu'il faut la réglementer pour que les prostituées puissent avoir un vrai statut, puissent payer des impôts, avoir une sécurité sociale, pouvoir être dans un système d'encadrement. Un peu à l'allemande, avec des établissements spécialisés, l'intervention de l'État, le contrôle des services sociaux. Pas forcément, mais par exemple, la loi sur le truc passif fait le racolage. J'arrive plus à le dire. Voilà. C'est vous l'avocat, c'est vous qui connaissez les textes, je vous rappelle. Sur le racolage passif, fait par exemple que les bailleurs de studios refusent maintenant de louer des studios à des prostituées. Ce qui fait que les pauvres prostituées sont obligées d'aller se prostituer à 30, 35, 40 km de Paris dans des forêts épaisses où effectivement elles sont susceptibles de tomber sur des fous furieux. Je préfère encore qu'une prostituée puisse avoir un studio, qu'elle puisse prendre des rendez-vous, qu'elle puisse connaître... Excusez-moi, on croirait une profession libérale. Mais absolument, pas du tout, ça n'a rien à voir, mais non. Mais c'est leur choix, madame. C'est pour 200 personnes en France, le reste des personnes n'ont pas fait ce choix. Mais à ce moment-là, la loi existe. À ce moment-là, la loi existe. Parce que le proxénétisme aggravé est puni d'une peine de 10 ans d'emprisonnement. Madame Renet, donc à ce moment-là, que les policiers fassent leur travail et qu'ils aillent arrêter les proxénètes, qu'il y ait une entraide policière internationale qui permette qu'on arrête les proxénètes dans tous ces pays. Mais qu'on ne vienne pas arrêter ni des clients ni des prostituées parce qu'ils font ce genre de choses. Les personnes prostituées, on va dire clairement, nous sommes absolument contre toute pénalisation des personnes prostituées, donc aussi bien racolage passif que actif d'ailleurs. L'idée, c'est que ce sont des personnes qui sont victimes d'une violence qu'est la prostitution, et donc il n'est pas question de les pénaliser d'une manière quelle qu'elle soit. Votre cible, ce sont les clients, les dames qui viennent vous voir. Quelle est leur motivation? Que viennent-elles chercher auprès de votre amicale du Nid? Elles viennent chercher des moyens de sortir de la situation dans laquelle elles sont. Donc réfléchir, d'abord un certain nombre viennent pour réfléchir, et puis d'autres viennent activement pour voir comment elles pourraient avoir des papiers lorsqu'elles sont migrantes, comment elles pourraient avoir un hébergement si elles arrêtent, comment elles pourraient avoir des revenus, donc de l'insertion professionnelle. C'est tout un parcours et un sacré parcours du combattant pour ces femmes. Bien sûr, mais est-ce qu'elles viennent vous voir parce qu'elles veulent se séparer de leur réseau, ce qu'on appelle les souteneurs? Il y a aussi des femmes qui viennent... vous, les moyens d'intervenir? Alors c'est extrêmement compliqué. C'est dangereux. C'est extrêmement dangereux, mais c'est surtout extrêmement compliqué. Donc il faut pouvoir les cacher, les faire partir d'un endroit de la France vers un autre endroit. Ça, vous le faites? Ça, c'est dans les choses qu'on peut faire. Et puis, la loi, si elle est votée, qui a été déposée dans la précédente mandature, la loi proposait justement... Le projet de résolution, oui. Oui, le projet de résolution et le projet de loi et le projet de loi de la précédente mandature proposait justement toute une aide internationale pour aider au niveau international. D'accord, voilà. Alors, il y a aussi on va attendre les textes maintenant. Alors, il y a aussi un rôle social de la prostitution qu'il ne faut pas ignorer. Combien de prostituées, moi, m'ont raconté qu'elles étaient à l'écoute de leurs clients, qu'elles étaient là pour les...
Mais c'est la vérité, madame. Oui, J'en ai bien sûr. rencontré. Alors je veux bien que vous Elles ayez ont un vu rôle, elles plus ont de un rôle 4000. auprès de leurs clients, c'est Elles clair. ont un rôle, bien sûr qu'elles ont un Combien rôle de auprès de- prostituées m'ont raconté qu'il y a peut-être des hommes qui n'ont pas violé d'autres femmes parce qu'ils ont été voir des prostituées. Donc tout ça fait partie aussi du rôle social. peut-être Ils ont le pour droit se de donner violer bonne- la personne Mais prostituée, ce n'est pas un mais ils viol, ne violent madame. pas les Ce autres. n'est pas un viol. On Ce n'est pas attendra. un viol parce que pour qu'il y ait un viol, il faut qu'il y ait défaut du Allez. consentement. Or, il me semble qu'une femme qui loue son corps ou qui vend son corps a encore à peu près un consentement. La question Heureusement qu'on d'une vous entend pas. nouvelleobs.com, faut-il interdire la prostitution? Et on découvre vos réponses qui sont assez partagées, puisque vous dites oui à 49%, non à 45%. Merci, Merci à tous à les vous. deux d'avoir participé à cette édition. Nous partons maintenant pour l'Égypte, où le président islamiste forme actuellement son gouvernement. Mohamed Morsi donc a été déclaré vainqueur hier. Mohamed Morsi, issu de la puissante confrérie des frères musulmans, il sera encadré par l'armée, mais cet adepte de la charia inquiète et bien sûr bien au-delà des frontières égyptiennes. Simon Barbary. Un jour historique pour l'Égypte. C'est en ces termes que la communauté internationale saluait timidement hier la victoire de Mohamed Morsi à la présidence de la République égyptienne. Issu du parti des frères musulmans, le nouveau président élu appelait hier à l'unité nationale. Aujourd'hui, je suis le président de tous les Égyptiens sans exception, qu'ils soient ici ou à l'étranger. La place Tahrir en ébullition hier soir ne peut pourtant occulter le clivage de la société égyptienne coupée en deux entre islamistes et libéraux. Malgré ses messages rassurants à l'égard de la communauté chrétienne copte ou encore des femmes, il a durant sa campagne maintes fois répété son attachement à la mise en place de la charia. Par ailleurs, la marge de manœuvre de Mohamed Morsi dépend en grande partie du Conseil suprême des forces armées qui pourra encadrer à sa guise le pouvoir du nouveau président. La communauté internationale laisse elle aussi pointer son inquiétude. L'Union européenne a souligné cet après-midi la nécessité pour l'Égypte de respecter les droits fondamentaux et la démocratie. Les fréquentes attaques du nouveau président égyptien à l'égard d'Israël pourraient de même lui faire perdre le soutien des États-Unis. Allez, avec nous maintenant Denis Beauchard, bonsoir, de l'Institut français des relations internationales. Alors ce Mohamed Morsi joue la carte du rassemblement. Peut-on le croire ? Tout président nouvellement élu joue la carte du rassemblement. C'est un réflexe normal et je pense qu'il a raison parce que c'est tout de même un succès relatif. Il y a eu un taux d'abstention très important. Plus de 50%. Plus de 50%. Et il sait très bien que des pans entiers de la société égyptienne, notamment les Coptes, n'ont pas voté pour lui. Et puis il sait qu'il est sous la surveillance de l'armée, du Conseil suprême des forces armées, présidé par le maréchal Tantaoui. Bien sûr, tenter de donner des gages en contradiction avec le discours qu'il a tenu durant sa campagne. Plus de 50% d'abstention. Moi, je pense d'abord aux jeunes et à la jeunesse qui a fait la révolution et qui s'est sentie frustrée avant le scrutin, bien sûr. Elle n'a peut-être pas voulu choisir et puis aujourd'hui encore plus sans doute. À juste titre, cette jeunesse s'est frustrée, tout au moins une partie de la jeunesse s'est frustrée parce que les révolutionnaires qui se sont rassemblés place Tahrir en janvier ont vu leur révolution d'abord récupérée justement par les frères musulmans qui représentent effectivement une des rares forces très organisées de l'Égypte et puis ensuite confisquée. Et effectivement, dans le débat, puis dans la campagne électorale, les jeunes se sont trouvés marginalisés, puisque finalement l'affrontement était entre un tenant de l'ancien régime et les frères musulmans, mais ce qu'on pourrait appeler les forces libérales, laïques, n'étaient pas au rendez-vous. Alors les jeunes se sont battus, se sont rassemblés, ont fait tomber Moubarak pour faire avancer leurs droits, leur liberté fondamentale, la démocratie. Faut-il s'inquiéter pour tout ceci? Écoutez, peut-être pas trop. Parce que je pense que les frères musulmans sont conscients qu'ils sont attendus, qu'ils ont à faire face à un certain nombre de défis. D'abord, le défi économique. Oui. La situation économique est très, très grave, très sérieuse en Égypte. Beaucoup de chômage supplémentaire. Ils sont souvent d'ailleurs les seuls dans les campagnes reculées, eux, à apporter un peu de soutien à la population. C'est ce qui fait leur force. Absolument, ce qui fait leur popularité, je dirais, sur le terrain. Donc ils sont conscients qu'ils la rassurer la population. Ils doivent rassurer aussi la
la Banque mondiale, les États-Unis, l'Europe, les pays qui peuvent leur apporter des investissements, des financements et aussi des touristes, car il n'y aura pas de reprise sans une aide de l'étranger. Et puis ensuite, le nouveau président devra gouverner sans doute en coalition. Et donc, il devra être à l'écoute de différents points de vue. Surtout la coalition qu'on va observer, c'est celle entre les islamistes et puis les militaires. J'ai envie de dire la cohabitation forcée. Il va y avoir un rapport de force il y a sans doute ou une entente. Il y a sans doute des négociations en cours. Le Conseil suprême des forces armées a promis de rendre le pouvoir aux civils le 1er juillet. C'est quasiment demain. Or, il y a 8 jours, ils ont vidé les pouvoirs du président de toute substance. Donc, d'ici le 1er juillet, il va se passer quelque chose. Oui. Est-ce qu'ils vont rendre le pouvoir et dans quelle mesure ils vont rendre un pouvoir à ce président nouvellement élu ? En tout état de cause, le nouveau président n'est pas le tout-puissant Moubarak que l'on a connu en Égypte. Il n'est pas le tout-puissant Moubarak pour des tas de raisons. Et d'abord parce que les frères musulmans fonctionnent en collégialité, qu'il n'est pas le patron des frères musulmans, mais qu'il est un des membres de ce qu'on appelle le conseil de guidance, peut-être pas d'ailleurs le plus important. Et donc, je pense qu'il agira avec une certaine prudence. Très bien, merci beaucoup Denis Bochart. Tout de suite, une toute autre histoire. On va parler du sculpteur Bartholdi qui n'a pas réalisé qu'une seule statue de la liberté, celle qui trône à l'entrée du port de New York, bien sûr. Il y en a une autre à Paris, sur le pont de Grenelle, et même une autre encore, dissimulée dans le jardin du Luxembourg. Ce modèle de la liberté guidant le monde a été restitué aujourd'hui même au musée d'Orsay. Explication et récit de Isaoura Guillot. La vraie statue de la liberté, c'est elle, enfin presque, son modèle plus exactement. 2,90 m de haut, tout de bronze, elle a servi d'esquisse au sculpteur Frédéric-Auguste Bartholdi pour réaliser la célèbre statue de la liberté. Cette statue, en fait, a été fondue en 1889 pour être présentée ensuite à l'exposition universelle de 1900. Mais en réalité, l'idée première de Bartholdi était que cette œuvre devait être présentée dans un musée. Après l'exposition universelle, Bartholdi donne son bronze au musée du Luxembourg qui abritait à l'époque l'art contemporain. En 1905, à la mort de l'artiste, sa femme autorise le Sénat à déplacer la statue dans les jardins du Luxembourg. Oubliée parmi les autres sculptures pendant plus d'un siècle, le Sénat vient de la céder au musée d'Orsay. Cette image de la raison, cette image de la liberté est devenue le symbole des États-Unis. Mais au départ, c'est un cadeau français au peuple américain. Et c'est très bien de la voir à l'entrée du musée d'Orsay. Le Sénat, quant à lui, va tout simplement réaliser une nouvelle copie de la statue pour son jardin. Voilà, donc la liberté reste dans les jardins du Luxembourg. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve demain dès 18h. Preuve par 3 accueillera Roselyne Bachelot. À 22h, Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, sera l'invité du 22h, présenté par Sonia Mabrouk. Tout de suite sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Parlez-moi d'ailleurs. Bonsoir. Il y a 50 ans, le 5 juillet 1962, l'Algérie devenait indépendante. C'était un instant de bonheur de voir la joie, de voir le déferlement d'enthousiasme. C'était extraordinaire. Les leaders de la guerre racontent à Benjamin Stora et Jean-Michel Meurice comment leur vie a basculé. Nous imaginions que nous allions tous rentrer à Alger, la main dans la main. C'était la lutte pour le pouvoir qui avait commencé. Algérie, l'indépendance aux deux visages. Ce soir à 22h30 sur Public Sénat.